Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 6 novembre, la visite en avant-première du nouveau centre commercial de la Chapelle-Saint-Luc, l'Escapade. Après 2 ans de travaux, ce site commercial ouvre dans une semaine. Il s'étend sur 7000 m², coût du chantier 50 millions d'euros. 2 bureaux de tabac cambriolés dans l'Aube en une semaine, le dernier en date ce week-end à Tennelière. Le butin est estimé à 20 000 euros. Argent liquide et cigarettes. Pour protéger, certains buralistes se sentent bien seuls face à une menace pesante. Reportage et témoignages dans un instant. Et enfin, beaucoup plus léger, le 2e salon des loisirs créatifs. Il a refermé ses portes dimanche avec un beau succès qui ne se dément pas au parc des expos de Troyes. Et près de 5000 visiteurs ont trouvé de quoi peindre ou bricoler des objets de décoration. L'édition 2013 est d'ores et déjà programmée. Pour qualifier le nouveau centre commercial Carrefour de la Chapelle-Saint-Luc, rien n'est assez grand et l'enseigne ne recule devant aucun superlatif pour décrire ce qu'il faut désormais appeler l'Escapade. Une semaine avant le 13 novembre, date de l'ouverture au public, cet hypermarché et sa zone commerciale de 45 magasins sont presque prêts. 1300 places de parking attendent les clients de pied ferme. Ce matin, le groupe Carrefour organisait une visite guidée dans ce temple commercial ultramoderne, mais aussi attendu comme une locomotive pour l'emploi. Jugez vous-même avec ce reportage de Damien Ardois. La nouvelle zone s'étale sur 32 000 m² près de la Rocade. Elle se divise en 3 parties, un parc d'activités commerciales, une galerie marchande et un hypermarché. Même s'ils ne sont distants que d'une centaine de mètres, l'Escapade fait passer le centre Chantraigne pour un ancêtre en termes de consommation des ménages. Le centre commercial de Chantraigne est un centre très ancien puisqu'il date de 1976, une conception tout à fait obsolète. Donc ce qui va changer bien sûr c'est la nature de l'offre, la modernité. Ici vous êtes dans les derniers concepts de développement durable et comme vous le voyez ici, toute la thématique ludique, vitalité, vitaminée, moderne, voilà c'est la modernité sur ce centre. En tout, 45 boutiques, surtout des franchisés, sont ou vont s'installer dans ce décor volontairement flashy. Les 45 millions d'euros investis apparaissent comme une bouffée d'air économique. À terme, 350 personnes vont travailler ici, dans les enseignes de la zone. À lui seul, l'hypermarché Carrefour a recruté 59 collaborateurs, dont les 2 tiers en CDI. C'est un des gros morceaux qu'il fallait mettre sur pied, qu'il fallait mettre en perspective. Évidemment, moi, la vraie question, c'est le dynamisme que cela va apporter à notre collectivité, au Grand Troyes en général, mais à la ville en particulier, en termes d'emploi. Et j'espère qu'on est au début d'un processus et d'un cercle vertueux en termes de dynamisme et donc d'emploi pour la commune et les chapelains. À l'échelle de l'agglomération, le projet paraît ambitieux, mais les promoteurs l'assurent, le centre l'Escapade va bien vivre. La zone de chalandise s'étend sur un rayon de 200 000 habitants. Pas question pour autant de toucher à l'hypermarché du même groupe à une poignée de kilomètres de là. On a un magasin qui a une clientèle, c'est Carrefour Saint-André, et on a donc l'ancien magasin qui est celui de La Chapelle, qu'on déménage. Donc vous voyez, chacun va garder ses clients et l'idée c'est d'offrir une complémentarité dans les produits, dans les services et de trouver, pour les clients de Saint-André, bien sûr, ils pourront venir ici quand les promotions et les produits vont leur correspondre et l'inverse aussi sera vrai. On a une stratégie de site puisque les 2 magasins proposent des services qui sont à la fois différents et complémentaires. L'Escapade, son parc d'activités commerciales, sa galerie marchande et son nouvel hypermarché seront inaugurés en grande pompe le mardi 13 novembre. C'est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Tennelière. Un bureau de tabac a été dévalisé en moins de 10 minutes vers 1h30 du matin. Cigarettes et argent liquide ont été emportés par les malfaiteurs. Au total, le montant du butin avoisine les 20 000 euros. La question d'une mauvaise série se pose désormais alors que la semaine dernière, un autre établissement a été cambriolé 2 fois de suite à Crenay. Les victimes se sentent démunies et seules face à ce genre d'agissement. Le reportage de Cyril Tavernet et Aurélie Juigné. Le système de télésurveillance a bien fonctionné dans ce bar-restaurant de Tennelière. À 1h42 dimanche matin, il a détecté une présence dans l'établissement fermé. L'alerte a été donnée et les gendarmes prévenus immédiatement, mais le ou les cambrioleurs ont été très rapides. Je me suis rendu en moins de 10 minutes sur les lieux et il n'y avait plus personne et tout était vide. Réserve de tabac, bouteilles de champagne, argent liquide, matériel informatique. Pour le gérant du bistrot Roman, le préjudice est important. Le chiffrage est en cours, mais on va avoisiner les 20 000 euros de préjudice. Je travaille entre 16 et 17 heures par jour pour arriver à un résultat pareil. C'est pas, on s'en fout, blousé quoi. C'est pas normal.
Aujourd'hui, une enquête de gendarmerie est en cours. À Saint-Julien-les-Villas, ce bar tabac a subi l'an dernier un braquage et un cambriolage. Encore aujourd'hui, le propriétaire souhaiterait pouvoir mieux se protéger. On peut envisager naturellement les caméras ou un système d'alarme. Donc ici, nous sommes équipés de systèmes d'alarme, aussi de vidéos. Comment dire, on attend de l'administration qu'on nous donne l'autorisation de monter l'enfumage. En cas d'effraction, ce système de diffusion de brouillard permet d'enfumer tout un magasin en quelques secondes. Un moyen d'éviter les vols, mais le dispositif coûte plusieurs milliers d'euros. Les commerçants attendent des aides. Alors ça a un coût, effectivement, l'administration des douanes nous subventionnerait pour ça. Dans l'immédiat, sur le secteur, ça n'est pas autorisé, ça n'est pas encore pris en considération par les services des douanes. C'est en étude, mais c'est vrai que ça serait un bon investissement. On attend ça avec impatience pour pouvoir effectivement dormir plus tranquille et que de savoir, même si c'est pas agréable de se faire ouvrir l'établissement, qu'on puisse au moins ne pas se faire dévaliser. À Tennelière, le propriétaire va attendre d'avoir sécurisé le site avant de se réapprovisionner en tabac. Mais les cambriolages ne sont pas le seul fléau pour les buralistes. En cas de braquage, certains aimeraient aussi pouvoir se défendre. Les gens qui m'ont agressé étaient porteurs d'une arme électrique, donc d'un taser. Pourquoi ne pourrions-nous pas en avoir un, légalement? Le taser, c'est une arme, c'est un fait, mais on ne tue pas avec ça. La Chambre syndicale des buralistes au bois prévoit d'organiser une réunion sur ces questions de sécurité. Elle devrait avoir lieu mi-décembre. Un partenariat local entre la SNCF et la protection civile. L'accord a été signé en début d'après-midi dans les locaux de l'association Auboise, rue Ambroise-Côté à Troyes. Il prévoit une collaboration entre les deux entités en cas de besoin des trains arrêtés, pour cause notamment d'incidents qui interrompent le trafic pendant plus de 2 heures par exemple. La protection civile offrira des moyens humains et logistiques aux voyageurs. En échange, la SNCF s'engage à former une partie de son personnel par le biais de l'association. L'accord est valable pour une durée de 2 ans. Écoutez les précisions du directeur régional de la SNCF, Patrick Auvrel, et le président de la protection civile de l'Aube, Marc Robert Amor, au micro de Damien Ardois. Cette convention nous permet de définir un mode de fonctionnement en cas de nécessité entre SNCF et la protection civile et de pouvoir faire en sorte qu'en cas de soucis importants avec nos voyageurs, soit en ligne, soit dans les gares, on puisse avoir un soutien et un aide de la protection civile. Des trains arrêtés en pleine ligne pour une cause interne ou externe, et donc des centaines ou des milliers de voyageurs pour lesquels il faudrait à tout prix qu'on puisse soit les changer de train, soit les accompagner vers un autre mode de transport. Et à ce moment-là, on peut avoir besoin d'être aidé parce que ça peut être très vite difficile à gérer. On peut être amené à réagir, à apporter notre soutien, aider les personnes qui sont en difficulté, qui sont choquées psychologiquement, soit en pleine voie, soit en gare, ou également donc les héberger, apporter une logistique, parce qu'on a les compétences aussi, on a le personnel pour, et puis on est également formé au soutien socio-psychologique. Et cette convention est la seconde de ce type signée en Champagne-Ardenne. L'attrait du Salon des loisirs créatifs ne faiblit pas. La 2e édition a eu lieu ce week-end au Parc des Expositions. Toutes les techniques de travail manuel pour réaliser soi-même des objets de décoration ont été présentées à cette occasion, avec en prime les conseils de professionnels. Un rendez-vous qui avait attiré 6700 visiteurs en 4 jours l'an dernier. Cette année, 4781 personnes ont été recensées en 3 jours seulement, soit une hausse de 2% de la fréquentation. Le travail manuel semble avoir de beaux jours devant lui. Reportage Martial Roche et Cyril Tavernet. Le salon des loisirs créatifs est par ses initiés aussi appelé le salon du faire soi-même, à savoir que tous les objets présentés sont réalisés à la main et à l'huile de coude. Bijoux, tissus, bibelots, une caverne d'Ali Baba où la tendance fait maison revient à la mode. Il faut savoir que plus d'un Français sur 3 pratique une activité manuelle et il y a plusieurs buts recherchés dans le fait de faire des loisirs créatifs, de faire les choses soi-même. C'est déjà la notion de plaisir. Les gens ont besoin, dans une société qui ne va pas forcément très bien, qui sont stressés, ont besoin de prendre du temps pour eux, de se faire plaisir, de passer des moments en famille avec leurs enfants et donc de créer les choses soi-même. Exposer son art, c'est exposer sa passion. C'est le cas de l'association Les Petits Points de Saint-Lié où les membres sont accros à la broderie. Et encore une fois, le travail manuel est mis en avant. Donc nous, on existe depuis plus de 10 ans maintenant, mais c'est vrai que c'est revenu au goût du jour de refaire des choses de ses propres mains. Le travail de broderie que faisaient les femmes dans le temps pour faire leurs trousseaux, par exemple, marquer leurs trousseaux. Donc la base, c'est ça.
Et après, bon, forcément, maintenant, c'est modernisé, obligatoirement, avec des motifs un peu plus actuels. Autre art fait main, celui des Amish, une communauté vivant en recul au cœur des États-Unis. Le journaliste suisse et collectionneur Jacques Légeret a vécu à leur côté. Pendant ce salon troyen, il a présenté sa collection privée consacrée au culte, des couvertures de lits avec ses règles spécifiques de fabrication. La règle principale, c'est évidemment les tissus imprimés sont interdits. Sont considérés comme trop frivoles. Et cette règle a été instituée en France, en Alsace, en 1693 d'ailleurs. Ça, c'est la règle principale. Et puis toute la représentation humaine du corps humain est interdite également pour des raisons religieuses. Pour le reste, c'est la variation à l'infini de 3 dessins, c'est le carré, le rectangle et le losange, avec aussi la variation à l'infini de toutes les couleurs possibles. Ce qui fait qu'un quilt Amish, c'est toujours le même, hein, mais en même temps, il est toujours différent. Cette deuxième édition de ce salon des loisirs créatifs a donné donc à voir et à découvrir. Cette année, le voyage s'est brodé entre l'Aube et les États-Unis, avec sans aucun doute de bonnes idées de cadeaux 1 mois et demi avant Noël. Et la 3e édition est déjà programmée pour novembre prochain. On referme ce journal avec un rêve de centenaire qui s'est réalisé cet après-midi à Troyes. Un résident de maison de retraite qui fêtait ce mardi ses 103 ans a reçu une médaille en mairie à Troyes. Et pour se rendre à l'hôtel de ville, il a été transporté dans une voiture qu'il a bien connue du temps de sa jeunesse dans les années 1930, une traction avant. Le rêve a été rendu possible grâce à l'association Rétro Club Automobile de Champagne et qui a conduit ce senior bon pied bon oeil depuis sa résidence de l'avenue Pasteur jusqu'à la réception. Un trajet de quelques minutes qui a permis à ce personnage haut en couleur de remonter le temps. Jean Perrault se souvient encore de cette époque où la voiture était un luxe. Il raconte au micro d'Aurélie Juigné. C'était cher dans le temps d'une voiture. Il n'y avait pas de crédit, il fallait déjà, pour avoir une voiture, il fallait déjà être un peu bourgeois. C'était pas fait pour l'ouvrier. Et vous avez encore votre permis? Oh, ben, il doit être quelque part, oui. Ah, ben, j'ai encore le droit de rouler. Mais il y a longtemps que je n'ai pas roulé. En fait, j'ai beaucoup parlé avec lui et en fait, Monsieur Perrault souhaitait monter dans une traction. Il en parle depuis longtemps, il était content encore vendredi, il en parlait, c'est bientôt le grand jour. Donc on sentait qu'il y avait vraiment une vraie joie. Bon, il a quand même 103 ans. Et bon anniversaire encore à Jean Setaubois, né le 6 novembre 1909. Ça laisse rêveur. Fin de ce journal dans une poignée de secondes. Du soleil comme s'il en pleuvait. C'est le programme que nous réserve la météo de demain. Elle est présentée par Cécile Riche. Très belle soirée à vous et à demain.